Pour ceux qui découvrent un peu cette émission, peut-être, parce que le marché bouge pas mal, donc je pense qu'on fait un peu d'acquisition en ce moment, contrairement à d'habitude, on a surtout des habitués. Voilà, on a une partie sur l'actualité, où je fais le point sur l'actualité de la semaine, et on va avoir un point aussi sur les fondamentaux, ce qu'on surveille en tant qu'investisseur. On ne fait pas de conseil en investissement en particulier. C'est pas notre truc. Nous, on surveille tout de manière macro. On vous dit ce qu'on en pense, ce qu'on fait nous, et après, vous faites comme vous voulez. Le but, c'est pas de nous suivre bêtes et méchants. Nous ne sommes pas devins, nous ne sommes pas magiciens. En tout cas, c'est parti, on commence par l'actualité. On va commencer avec l'airdrop Jupiter. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jupiter, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Jupiter, c'est un agrégateur de DEX sur Solana que j'ai déjà utilisé personnellement. Son rôle, c'est quoi? C'est d'aller taper dans tous les protocoles de finance décentralisée de Solana et essayer de vous proposer un prix de swap optimisé. Donc, par exemple, imaginons je veux décaisser des Solana contre de l'USDC, il va me dire où est-ce qu'il va aller taper en termes de liquidité. Là, en l'occurrence, Phoenix, Orca, OpenBook. Jusqu'à présent, cet agrégateur de DEX n'avait pas de jeton, mais ils vont sortir un jeton de gouvernance. Et apparemment, il y a énormément de gens qui sont éligibles. On me dit dans le chat, le nouveau Je suis Serum, éligible, moi. Je crois que je le suis aussi. En fait, c'est un peu le paraswap de Solana. En fait, c'est pas le Uniswap de Solana, parce que c'est pas eux qui vont nécessairement fournir la liquidité, de Ils ce que je swappent pas, comprends. non. Eux, ils vont chercher dans les pools, donc du Radium, du Serum, du Orca, du Phoenix, du OpenBook, plein de pools. Et en fait, il va te chercher la route sur enfin, les différentes routes qui vont te permettre d'obtenir le plus de jetons et donc de payer le moins de frais ou de frais cachés dans une certaine mesure. Voilà, donc en fait, faut pas tout mélanger. Quand on parle de Serum sur Solana, on parle en fait d'un protocole qui va gérer de la liquidité et qui va permettre à d'autres protocoles aussi d'aller taper dedans. Sur Ethereum, on a l'équivalent qui s'appelle 0x Protocol d'ailleurs. Là, on parle d'un agrégateur de DEX, donc c'est plutôt un OneInch, Paraswap, etc. Parce que eux, en fait, ils gèrent pas le DEX. Eux, ils te proposent une meilleure route pour optimiser ton swap et prennent sans doute une commission par-dessus. Donc, il va y avoir quasiment 1 million de wallets éligibles. Tu as un des créateurs du projet qui a donné des informations. Sur 10 milliards de jetons qui vont être émis, 40% vont être airdroppés. Donc, vous allez avoir plus ou moins de jetons en fonction du volume que vous avez tradé sur Jupiter. Donc, n'hésitez pas à vérifier. D'ailleurs, je peux vous conseiller quelque chose pour vérifier si vous êtes éligible à différents airdrops sans connecter votre wallet d'ailleurs. Alors, attendez, j'essaie de le retrouver. Voilà, c'est Solana Airdrop Checker. Ouais. Et tu déposes ton adresse publique dedans et ça va te dire en fait si tu es éligible ou pas. Bon bah là j'ai pas d'adresse sous la main mais vous avez compris le principe. Donc vous connectez pas votre wallet. Juste un truc peut-être sur Jupiter. Déjà c'est un projet qui existe depuis un bon moment et que moi-même j'utilise. C'est pas un projet qui se fait connaître par son airdrop, c'est un truc qui est déjà bien connu dans l'écosystème Solana. Donc c'est pas évidemment ça leur fait de la visibilité et je pense qu'ils profitent d'un petit peu de la hype aussi qu'il y a sur Solana pour lancer. Mais c'est un produit qui est vraiment utile et que j'utilisais même avant qu'il y ait un airdrop. Deuxième point, le snapshot pour le premier airdrop a déjà été fait, mais en fait, de ce que j'ai compris, il va y avoir un airdrop en 4 phases. Donc un peu comme beaucoup font maintenant avec le système de points. En fait, je crois qu'il y a un airdrop pour un snapshot, je sais plus si c'était avant octobre ou avant, donc pour tous ceux qui ont swap avant, mais pour toutes les personnes qui swap encore maintenant, en fait, il va y avoir aussi un airdrop. En fait, ils vont distribuer les jetons de l'airdrop au fur et à mesure du temps. Et là, l'objectif avec le premier airdrop, c'est de récompenser les gens qui sont impliqués depuis les 12-24 derniers mois, depuis le début de l'existence du projet, et ensuite de continuer à récompenser en fait dans la durée les gens qui utilisent le produit. Ok, ça marche. Je savais pas. En tout cas, ça a bien boosté le volume de transactions depuis l'annonce de cet airdrop dont on vous a parlé la première fois il y a 2 semaines. Ensuite, on a Tether, donc l'entreprise derrière l'USDT et l'EURT. Et d'autres stablecoins d'ailleurs, qui investit dans le mining de Bitcoin pour encore horizontaliser son business et faire de l'argent d'une façon différente. Donc, ils avaient déjà fait un investissement à l'époque dans une autre boîte pour se lancer dans le mining de Bitcoin. Là, ils rajoutent un bon billet, on parle quand même d'un demi-milliard de dollars, 500 millions de dollars dans le mining. Le but, c'est d'avoir 1% de la puissance de calcul totale du réseau, rien que pour eux. Donc, ils vont commencer avec 120 MW à l'horizon fin 2023 pour aller jusqu'à 450 MW à l'horizon 2025. Les gens de Tether sont des Bitcoin maxi, même s'ils proposent aussi d'autres chaînes, etc. Et que c'est des gens qui sont forts pour faire de l'argent. Donc, c'est une excellente idée, je pense, parce que c'est encore un nouveau moyen de s'investir dans Bitcoin et de générer des revenus. J'imagine qu'ils vont faire ça intelligemment. Donc, ils parlent de faire des opérations en Uruguay, au Paraguay et au Salvador, probablement parce qu'ils ont des négociations directement avec les gouvernements pour avoir un coût de l'électricité moins cher et aussi peut-être une défense
de la part du gouvernement. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que dès que vous partez dans des pays un peu funky pour miner votre Bitcoin, vous avez aussi le risque de vous faire attaquer par des pirates, qu'on se le dise, hein, des gens qui viennent avec des armes à feu pour vous saisir le matériel et potentiellement vous menacer. C'est des choses dont on a déjà entendu parler. Donc là, le fait d'en parler publiquement, je pense qu'ils sont en contact direct avec ces gouvernements-là. Ce que je trouve assez ouf, c'est que si tu regardes un petit peu dans l'écosystème, t'as très peu de boîtes aussi capitalisées qui s'investissent sur Bitcoin. Et je trouve ça vraiment bien ce qu'ils font, ou en tout cas de montrer à quel point ils ont des convictions, parce que eux, ils ont une exposition qui est assez forte, notamment aux régulateurs et aux administrations, aux juridictions, au gouvernement, etc. Et je pense que je sais pas s'ils prennent des risques à faire ça, mais en tout cas, je trouve ça vraiment bien ce qu'ils font de défendre un petit peu cette philosophie ou cette idéologie autour de Bitcoin. Et je pense que Paolo est un merveilleux défenseur de cet écosystème. Ensuite, on a un hot wallet de Binance qui a été piraté avec 27 000 $ d'USDT dedans. Alors, j'ai pas regardé en profondeur ce qui s'est passé, si ce n'est que potentiellement la faille, elle était là peut-être depuis des années. Alors, peut-être que c'est un ancien employé. J'ai pas réussi à avoir l'information, mais ça, c'est possible. Ce qui est intéressant, c'est comment le hacker a sorti le pognon. Voilà, j'ai essayé de me mettre dans la peau. Tiens, si j'avais trouvé une faille chez un exchange et que je voulais sortir ce pognon sans me faire attraper par les services secrets, les gouvernements, etc., comment je m'y prendrais? Donc là, en l'occurrence, ce qu'il a fait, c'est qu'il a converti ses USDT en ETH en passant par des plateformes type Fixed Float et ChangeNow, qui sont des plateformes qui ne nécessitent pas de KYC. Donc, c'est des plateformes qui, prennent beaucoup de commissions et forcément facilitent un petit peu le blanchiment d'argent aussi, comme ça a été le cas à l'époque de... comment ça s'appelait? Shapeshift, je ne sais pas si tu t'en souviens. Aujourd'hui, Shapeshift a une KYC. Et ensuite, une fois que ces fonds ont été swappés, ils les ont reconvertis de ETH à Bitcoin avec TorChain, qui est cette fois un protocole multi-chain permettant le swap, histoire d'avoir deux relais des fonds et brouiller les pistes. Et c'est intéressant parce que pour ceux qui ont rapidement suivi, à l'époque du piratage du premier smart contract d'Ethereum, donc The DAO, le hacker, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait blanchi l'argent avec Shapeshift, justement. Là, on revoit le même modèle. Donc, si jamais, il faudrait qu'il y ait des employés de Fixed Float ou ChangeNow qui coopèrent avec les services de police et compagnie pour pouvoir donner des traces. Et ensuite, à partir de ces traces, continue à faire la recherche on-chain entre ETH et BTC pour essayer de retrouver les traces sur le hacker. Je pense que tôt ou tard, il va se faire attraper. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi, il a fait ETH vers Bitcoin, il n'a pas utilisé de Monero, effectivement. Ensuite, donc, hack de Poloniex. Poloniex a perdu 100 millions de dollars en jetons. Moi, personnellement, je suis client de Poloniex, j'avais mes LPT là-bas. Non, je les ai bougés sur mon ledger, pardon. Mais ça m'a fait sourire. Donc aujourd'hui, Poloniex est dans les mains de Justin Sun, vous savez, le créateur du projet Tron. Pour le moment, les dépôts et les retraits sont bloqués. Ils vont les remettre en place sous peu. Ils ne nous ont pas donné d'informations plus que ça sur ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jour où les fonds ont été piratés, le Tron a pris 20%. Donc il y a eu des théories du complot comme quoi les fonds auraient servi à racheter le Tron sur les marchés pour le faire. Et surtout que le timing est vraiment insane. C'est-à-dire qu'au moment du hack, genre 1 ou 2 minutes après, genre le Tron a vraiment pump. Dans les 3-4 minutes qui ont suivi, ça a pump. Je trouve que ce timing, il est assez fou, quoi. Enfin, si ça relève de la coïncidence, c'est... Il est vraiment trop filou, hein. Je vous remets ce mime parce qu'il est absolument exceptionnel. C'était en 2017 où il placardait partout de la pub pour Tron, où c'était marqué « Le réseau décentralisé le plus grand ». Avec sa gueule. Et t'as Vitalik qui s'était pris en photo devant. Voilà. Ensuite, donc, on a BlackRock qui donc lance son initiative pour un ETF cette fois sur Ethereum. Avec Fidelity d'ailleurs. Avec Fidelity. Enfin, okay. C'est 2 soumissions différentes, mais ouais. Et du coup, ça veut dire que Bitcoin n'a pas le monopole dans le game des Illuminati. Hein. Les Illuminati s'intéressent aussi à Ethereum. Non, blague à part, ça crédibilise aussi beaucoup l'Ether, hein. On va pas se mentir. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé dans la même foulée, c'est qu'on a eu un fake pump du Ripple parce qu'il y a des gens qui se sont fait passer pour BlackRock et qui ont commencé à dire qu'il va y avoir un ETF sur le XRP. Ce qui est totalement faux, ça a été démenti de la part de BlackRock. Par contre, ça n'a pas eu d'impact significatif sur le prix de l'Ether, cette info. Hein. Non, ça n'a pas vraiment pris pour l'instant. Et je trouve ça assez surprenant pour le moment, parce que je pense pas que le marché price un ETF Ethereum. Après, en fait, je pense qu'on voit à quel point c'est déjà difficile de passer un ETF Bitcoin. Et du coup, je pense que beaucoup restent encore sceptiques sur ça. Surtout que jusqu'à maintenant, la SEC a vraiment écarté le fait que Bitcoin puisse être possiblement une security.
chose qui n'a pas été écartée véritablement pour Ethereum. Donc tu as ce risque supplémentaire, mais dans tous les cas, avoir un BlackRock qui a genre 99,9% de win rate en termes de soumission et approbation d'ETF qui se place sur Ethereum, c'est assez incroyable. Et Fidelity, qui est aussi un mastodonte qui se place juste derrière sur le même registre avec une soumission d'ETF pour Ethereum en spot. Donc, plutôt des bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, je me pose un petit... Alors, c'est de la pure spéculation. Et je pense pas que ça arrivera, mais je me pose un petit peu la question de Solana, tu vois. Est-ce que c'est pas possiblement ça qui Moi aussi. alimente Enfin, je pense pas que ça arrivera pour me protéger d'une certaine manière, et aussi parce que, quoi qu'on en dise, Solana est bien plus centralisé que Ethereum ou que Bitcoin. Je pense qu'on peut le Oui, ça, dire y a pas sans de trop doute. voilà, prendre de risques. Mais c'est quelque chose que j'ai en tête, parce qu'au final, si tu regardes derrière, t'as quoi comme grosses crypto-monnaies qui suivent derrière Bitcoin et Ethereum, hein, si on part dans une ETF season d'une certaine manière. T'as le BNB, le Binance, ils ont des déboires avec les États-Unis. Je sais pas si c'est terminé d'ailleurs, mais Non, j'ai je du pense mal pas. à voir le BNB avoir son ETF. XRP, tant que le procès est pas terminé, je sais pas si on peut vraiment se projeter. Et puis derrière, t'as quoi? T'as Solana. Ouais. T'as Solana, Alors, Cardano, Dogecoin, je vais te etc. donner mon avis sur le sujet. Qu'est-ce qui intéresse Bitcoin Pas Bitcoin, lapsus. BlackRock. Bon, Bitcoin, c'est une monnaie, c'est un actif à part entière. Ok, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qui plaît à BlackRock avec Ethereum? C'est la tokenisation. Le CEO de BlackRock nous fait une éloge de la tokenisation en ce moment. Forcément, c'est évident. Ça va permettre toutes sortes de produits dérivés. Ils ont tout intérêt à être avant-gardistes sur ce sujet. Donc, j'ai envie de te dire... quels sont les compétiteurs de marque d'Ethereum sur le marché de la tokenisation? Bah moi, je vois Solana, je vois, j'ai pas envie de dire Cardano, désolé les gars, je vois Avalanche, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Et pourquoi je vois Avalanche? Parce que mine de rien, on voit des institutionnels s'intéresser au cas d'Avalanche avec les subnets, notamment JP Morgan récemment. Donc voilà, affaire à suivre. Je pense pas qu'on puisse s'attendre à un ETF rapidement sur Solana ou Avalanche, hein, mais enfin, sachant qu'il y a déjà ce risque d'être considéré comme une security par la SEC. Peut-être Chainlink, ouais. Mais dans tous les cas, je pense que ce qu'on peut se dire, c'est que si BlackRock se lance dans ce combat, c'est qu'il pense le gagner. Sinon, il l'aurait pas soumis, à part si c'est une manière de faire bouger les choses. Enfin, dans tous les cas, je pense pas que BlackRock y aille pour perdre. Ensuite, crypto, deuxième choix d'investissement préféré des Français, après l'immobilier, quand même. Donc, dans les actifs préférés des Français pour l'investissement, on a l'IMO, on a les cryptos. Après, on a de l'actionnariat. Généralement, tu sais, quand tu bosses dans des grands groupes, les boîtes, elles te proposent d'avoir des actions dedans. Donc, forcément, tu as plein de gens qui, sans forcément s'intéresser à l'investissement, finissent par avoir un pied dans l'actionnariat. Après, on a les bons. Les bons et d'autres actifs. Et on a quand même le NFT. 2,8% des Français posséderaient des NFT, visiblement. Après, il faut peut-être mettre tout ça en perspective avec le fait que beaucoup investissent dans des assurances-vie, et que ces assurances-vie investissent elles-mêmes dans plein de choses qui doivent être considérées dans cette liste comme important. Enfin, je pense que c'est plutôt ça le raisonnement. Je sais pas si c'est le cas de ces chiffres-là. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est l'investissement direct dans ces actifs, etc. Tu vois, est-ce qu'il y a autant de gens qui investissent dans des fonds immobiliers en direct que en indirect via, je sais pas, des assurances vie, des trucs comme ça? Je sais même pas de quoi sont réellement constituées ces assurances vie. Pour être honnête, j'ai pas d'assurance vie personnellement, et je suis pas très renseigné, mais je sais que en gros tous les darons, tous les parents, ou les gens peut-être qui avancent professionnellement dans leur vie, qui commencent à avoir des sous, essayent de placer ça dans des assurances vie qui elles-mêmes sont composées de plein de choses, quoi. En tout cas, c'est une étude. J'avoue que je n'ai pas creusé le fond de l'étude sur combien de personnes ont été interrogées, comment ça s'est passé, etc. Mais je pense qu'on est un peu dans le vrai, parce que pour ce qui est des cryptos, ouais, on s'approche des 10% à peu près. Et à l'époque, on était déjà sur du 8%. Donc ça se fait progressivement. Mais c'est surtout sur une moyenne d'âge de 36 ans apparemment, les investisseurs crypto. Donc c'est vraiment la nouvelle génération qui s'intéresse à ça, étant donné effectivement que l'immobilier est moins accessible, de moins en moins accessible par rapport aux plus anciennes générations. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, les anciens, ils achetaient des terrains, ils achetaient des apparts, des trucs comme ça. Aujourd'hui, les gens de notre âge, c'est un peu plus compliqué sans faire des gros crédits, quoi. Dans les news que je trouvais assez intéressantes, il y a eu une manipulation de prix sur le Yearn Finance, donc le YFI, qui a directement impacté DYDX. Donc DYDX a investigué, et en gros, ce qui s'est passé, c'est que y a un acteur qui a fait exploser
l'open interest du YFI sur DYDX. Donc c'est-à-dire qu'il y a un acteur qui s'est positionné avec une énorme taille de position sur DYDX. En gros, qui aurait en même temps vendu en fait sur le spot, ce qui aurait fait baisser radicalement le prix du jeton en spot, et du coup, je suppose qu'il serait fait de l'argent de cette manière-là. Et il y a eu des liquidations qui ont été massives sur DYDX. J'ai l'impression que tout le monde n'a pas pu être liquidé proprement. Et comme vous le savez, pour se protéger de liquidations qui s'effectuent à un prix qui est pas bon, sur les exchanges qui proposent des produits dérivés, et ben ils ont souvent un fonds de réserve pour justement couvrir ces pertes qui disent souvent socialisées. Ce que je veux dire par là, c'est imaginons que tu achètes un jeton à $150, ton prix de liquidation est à $100, le jeton baisse tellement vite que l'exchange ne peut pas te liquider à $100 mais te liquide à $90. Et ben en fait cette différence entre les 100 et les $90, c'est un coût que se prend l'exchange. Sauf que en fait les exchanges, pour pallier à ça, en gros, au fur et à mesure du temps, ils développent des fonds, ce qu'on appelle les insurance funds, qu'on a eu sur BitMEX, qu'on a eu sur FTX, qui était fake d'ailleurs, et qu'on a d'ailleurs pour le coup sur DYDX. Et donc, DYDX avait, je crois, 22 ou 23 millions de dollars pour ce fonds-là, et 9 millions de dollars ont été directement pris et perdus à cause de ces liquidations massives, parce que DYDX n'a pas pu liquider tout le monde proprement. Et donc, ça a prouvé à quel point un fonds d'assurance est important pour un exchange avec des produits dérivés. Ce que ça veut dire, c'est que DYDX en soi a agi normalement, c'est juste qu'il y a une manipulation de marché qui a impacté fortement le marché. De ce que je comprends, DYDX a fonctionné proprement. Donc il n'y a pas de personnes qui ont nécessairement perdu des fonds, à ma connaissance, pour un mauvais fonctionnement de la plateforme. Et donc maintenant, DYDX essaye d'investiguer pour essayer de tracer ces acteurs et de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et aussi ont pris certaines mesures pour éviter que ça se reproduise, en demandant aux acteurs qui veulent prendre des positions sur certaines paires d'avoir davantage de collatéral disponible. Ça, c'est la première news qui est donc en lien avec DYDX et YFI. On a vu d'ailleurs que WooNetwork, qui est un autre exchange avec des produits dérivés et décentralisés, a vu son market maker principal, Chronos Research de mémoire, se faire hacker. Je sais plus si c'était 25 ou 40 millions de dollars. Et du coup, à cause de ça, ils avaient plus assez de liquidités à mettre à disposition sur WooNetwork. Du coup, ce que ça a fait, c'est que, en fait, WooNetwork se sont rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de liquidités sur leur marché et sur leurs perpetual swaps. Et du coup, pour cette raison-là, ils ont mis en pause leurs opérations. Alors, je crois que ça a repris 1 ou 2 heures après cette mise en pause des opérations. Mais du coup, ça a inquiété pas mal de gens de la communauté. Ce que je tiens à noter, c'est que personne n'a perdu d'argent avec WooNetwork et ce qui s'est passé. Et a priori, les activités ont repris normalement. Mais je pense que c'était assez intéressant d'en discuter. Et enfin, une news assez intéressante qui est pas forcément quelque chose qui a été relayé dans le CTFR, dans le crypto Twitter français, et que j'ai vu pas mal tourner sur le crypto Twitter anglophone, c'est justement BitLord. Je sais pas du tout si vous le connaissez de Twitter, qui est un mec un peu foufou, qui fait que shitposter, qui est un OG, qui est là depuis extrêmement longtemps. Enfin bref, ce mec est trop drôle et dit trop de la merde, et c'est tout ce que Twitter aime. Et en gros, il a réussi à lever 4 millions de dollars en moins de 24 heures. C'est-à-dire que juste, il a dit, les gars, maintenant j'arrête de shitposter, je vais vous sortir un vrai banger, un vrai projet, faites-moi confiance. Et pour prouver mon identité, je vais mettre une cuillère sur la photo et un article du jour. Et donc en gros, il a tout simplement mis son adresse écrite sur une boîte, avec les premiers caractères et les derniers caractères aussi, sa cuillère comme il avait promis, et son téléphone qui montre une news, une actualité récente. Et juste en postant ça sans expliquer ce qu'était le projet, il a réussi à lever plus de 4 millions de dollars en 24 heures, ce qui est assez marrant et assez fou. Et donc voilà. Et lui, il avait participé du coup à l'ICO Ethereum, et il possède des bitcoins depuis 2012. Et de mémoire, il s'était mis très bien avec le Shiba et avec le Doge. Puis et Bull Run de 2017, hein, je m'en souviens. Lui, c'est mis Gucci. Et c'est un mec que je trouve particulièrement fou et marrant. Alors personnellement, j'ai pas mis de sous dedans et je vous recommande pas nécessairement de le faire. Mais je trouvais que c'était une note assez folle, parce qu'aujourd'hui, il y a des boîtes qui galèrent à lever de l'argent. Et voilà, quand tu as une réputation et que les gens croient en toi, en crypto, tu peux faire de grandes choses, et c'est ce qu'il est en train de montrer en termes de chiffres et de stats. Après, on va voir ce qu'il fait. Est-ce que c'est un rug? Est-ce que c'est un vrai projet? Est-ce que c'est pertinent? Affaire à suivre. Mais voilà, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro, ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.